Bonsoir tout le monde. Alors, donc moi je m'appelle Michael Lopez, je travaille chez Cross Knowledge et je m'occupe. Alors moi je suis pas développeur, je m'occupe de l'infrastructure, de la partie infra qui héberge nos solutions. Je devais venir malheureusement avec un développeur, un responsable d'une équipe de dev qui devait présenter avec moi, mais malheureusement il a eu un empêchement. Il m'a laissé seul ce soir, donc je vais essayer de répondre à vos questions et de présenter ça du mieux que je peux. Mais voilà, désolé pour avoir quelqu'un en moins, ça n'était pas prévu. Donc en fait, on a choisi un sujet qui est assez simple finalement et qui peut tenir dans ce format de présentation. C'est un besoin qu'on a eu pour redimensionner les images à la volée, pour adapter les thumbnails ou des images en toujours en fonction du device avec lequel l'utilisateur consulte l'application, qu'il soit sur le desktop ou sur la partie mobile. Il fallait adapter le resize de manière automatique et puis de manière scalable. Et un deuxième, le besoin aussi qu'on avait, c'était de réduire le nombre de hits sur nos serveurs applicatifs, parce que finalement, avant ce mécanisme, on était obligé de prédéfinir les tailles d'images et on stockait beaucoup d'images sur nos systèmes sur nos disques, sur les serveurs applicatifs, pour avoir les dimensions nécessaires. Donc, ça faisait beaucoup de petits fichiers et beaucoup de hits finalement qui venaient consommer du CPU sur notre application, alors qu'en fait, Amazon a tout ce qu'il faut pour absorber ça de manière scalable et très stable, à vrai dire. Donc voilà, encore un tout petit mot, parce que peut-être tout le monde n'est pas encore très au courant de tous ces services Amazon. C'est des services assez courants finalement. CloudFront, c'est la partie CDN d'Amazon qui vous permet de faire du caching des objets statiques. Tous les assets de vos applications, toutes les images peuvent être cachées au plus près de l'utilisateur dans la région dans laquelle il se trouve, tout en ayant votre applicatif principal. Bon, dans notre cas, c'est du PHP qui se trouve parfois à l'autre bout de la planète. L'avantage de CloudFront, c'est que le premier hit va venir taper le node CloudFront le plus proche de l'utilisateur, basé sur son adresse IP et sa résolution DNS. Si CloudFront a l'objet, il lui sert directement. S'il n'a pas l'objet en cache, il va le chercher à l'origine et le cache pour une durée qu'on peut paramétrer. Voilà, l'origine pouvant être votre application hébergée sur n'importe quel type d'infra, ou un bucket S3 qui lui du coup reste dans l'environnement Amazon et va servir l'image à CloudFront. Donc du coup, le deuxième service Amazon qu'on utilise, c'est S3. Donc là, c'est du stockage objet. L'avantage d'S3, c'est qu'en termes de storage, c'est vraiment peu coûteux comparé à tout ce qu'on peut trouver. C'est scalable, illimité, quasiment illimité, avec un niveau j'ai envie de dire de tolérance à la panne qui dépasse tout ce qu'on peut attendre d'un fournisseur de cloud. Je crois il y a plus de chances de perdre un objet sur S3 que de gagner la loterie. Il y a vraiment une énorme redondance derrière S3 et pour le coup, c'est quelque chose de très intéressant. Chaque fois que vous écrivez un objet là-dedans, il est écrit dans 3 data centers différents et dans les 3 data centers, il est écrit sur des baies de disques avec tous les niveaux de RAID qui vont bien. Donc la résilience sur S3 en termes de panne matérielle est vraiment couverte. Et comparé à ce qu'on peut mettre sur un disque local, sur une machine Amazon par exemple, le coût est vraiment intéressant. On utilise plusieurs Tera aujourd'hui sur S3, mais il y a des sociétés qui utilisent des pétabytes de données sur S3. Donc API Gateway, finalement, c'est ce qui vous permet de faire du serverless avec Amazon. C'est le front-end qui va recevoir la requête et ensuite, dans notre cas, dans le cas de cette application, va servir de proxy vers Lambda. Donc c'est juste un endpoint, une URL derrière laquelle vous paramétrez des routes différentes et en fonction de vos besoins, vous pouvez avoir une URL unique avec tout un jeu de fonctionnalités que vous allez implémenter sur API Gateway. Dans le cas de resize d'image, on se sert d'API Gateway comme un simple proxy vers la fonction lambda. Donc la fonction lambda, c'est du serverless aussi, ça vous permet d'exécuter du code. Ça supporte plusieurs langages. On va utiliser du Node.js, mais on peut faire du Java. Enfin, il y a tout un jeu de langages disponible.
La fonction lambda permet de faire tourner tout ce qui processe en gros inférieur à 5 minutes parce que ça va démarrer des petites machines derrière automatiquement pour vous et permet de faire du traitement avec bien sûr une connectivité vers tous les autres services d'Amazon pour aller récupérer de la donnée, stocker de la donnée, accéder à des bases de données, à du NoSQL, à du stockage objet comme S3. Voilà. Et l'avantage de Lambda et d'API Gateway, c'est que pour un volume moyen, inférieur à 1 million de requêtes par mois, c'est gratuit. En fait, il y a pas de, c'est du free tier Amazon en dessous d'1 million de requêtes mensuelles. Donc, selon les besoins, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, vous bénéficiez sur l'API Gateway toutes les protections anti-DDoS et autres que fournit Amazon sur son réseau périmétrique. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Pour ne pas démarrer de l'infrastructure, pour faire des choses simples comme ça. Alors comment ça se passe en fait? Alors là, c'est un schéma qui est assez simplifié parce qu'il n'y a pas non plus tous les détails, mais en gros, pour comprendre, l'utilisateur donc a uploadé sur notre application, par exemple, son image de profil. Et donc, une fois qu'il va browser l'application, il va faire une requête à CloudFront. Donc, notre application va lui renvoyer à son navigateur l'URL du CloudFront. CloudFront, s'il a l'objet en cache, parce que l'utilisateur est déjà passé par là dans la région, il va lui servir, mais là on va partir du principe que c'est la première fois qu'il va taper sur cette image. Donc CloudFront va aller regarder à l'origine, qui dans notre cas est un bucket S3, donc un container de fichiers, et lui dire est-ce que tu as cette image dans cette résolution, parce que il avait peut-être utilisé l'application sur le desktop, sur son browser, mais là c'est la première fois qu'il la lance sur l'application mobile. Comme c'est la première fois qu'il la lance sur l'application mobile, dans le bucket, il n'y a pas l'image à la résolution demandée. Son thumbnail est dans la résolution, on va dire par défaut, native, qu'on a uploadé la première fois quand il l'a ajouté. Donc ce qui se passe, c'est que le bucket, là, comme il va servir une 404 HTTP, on lui dit, si tu fais une 404, tu reroutes vers l'utilisateur. Donc ça revient au travers de CloudFront. Lui, la seule chose qu'il voit en termes d'URL, c'est celle de CloudFront, il ne voit pas celle du L3. Et ça lui renvoie en fait l'instruction d'aller sur l'API Gateway. Donc là, il va requêter une seconde URL qui est notre endpoint API Gateway. Donc on est au niveau de la 5e flèche. API Gateway, comme je vous disais, sert de proxy finalement et va simplement, en fonction des paramètres reçus et de l'URI demandé, rediriger sur la lambda qu'on a mis derrière. La lambda récupère, c'est là où c'est un peu simplifié, il n'y a qu'une flèche, mais en fait, lambda récupère le fichier initial dans la taille d'origine, le redimensionne à la volée, avec le petit bout de code en Node.js, et le redépose dans le bucket. Et lambda ensuite renvoie vers l'utilisateur au travers de l'API Gateway l'instruction d'aller chercher l'objet final. Donc tout ça, ça se fait très rapidement. La seule chose qu'on peut noter parfois, c'est quand pour le tout premier hit, il peut y avoir un tout petit peu de préchauffage de la fonction lambda si elle n'a pas encore tourné dans la journée ou si elle n'a pas été appelée par un autre utilisateur au préalable, puis le moment d'initier vraiment la fonction lambda, mais c'est de l'ordre de quelques... en temps normal, c'est quelques millisecondes, et sinon ça peut atteindre peut-être une seconde, on voit qu'il y a un petit préchauffage qui se fait au tout début. Voilà, donc ça c'est l'idée de cette fonctionnalité. Alors au niveau de la configuration, bon là ça risque de loin, ça risque d'être un petit peu petit, mais dans l'idée, on crée donc une distribution CloudFront qui va être le point d'entrée pour aller chercher l'image et la cacher. Cette distribution CloudFront, dans notre cas, elle a plusieurs origines possibles. Parce qu'elle va servir plusieurs types de fichiers. Mais dans le cas des thumbnails, elle a une origine spécifique, là, qui est une custom origin. Voilà, on lui dit, voilà, si l'utilisateur requête /user /thumbnail / quelque chose, à ce moment-là, l'origine, c'est le bucket S3 dans lequel on met les thumbnails. Qui sont différents des autres buckets, parce qu'on a essayé d'avoir un minimum d'URL à exposer, donc on traite ça aussi en fonction des chemins qu'on demande. Voilà. La seule chose qu'il y a à noter ici, alors c'est un petit détail technique, c'est que pour utiliser ce principe avec l'API Gateway et la fonction lambda,
L'origine du bucket, c'est pas un S3 origin, ce qui est proposé par défaut, mais c'est un bucket sur lequel on a activé la fonctionnalité web server, c'est-à-dire qu'il est capable de servir lui-même déjà des objets statiques comme un serveur web classique. C'est juste un paramètre, mais voilà, il faut noter que pour cette fonctionnalité-là, on doit utiliser le custom origin et donner l'URL, on va dire, browsable du bucket. Voilà. Côté S3, donc là il y a simplement, donc on a activé la fonctionnalité use this bucket to host a website, parce que par défaut sinon il est en disable website hosting. S'il est en disable website hosting, votre bucket vous pouvez que le requêter au travers de l'API d'Amazon via le SDK qui va bien avec votre langage d'application. Et si vous activez la partie web hosting, il est requêtable en HTTP comme un simple serveur web. Et dans ce cas-là, on a simplement une petite règle de redirection qui dit si le préfixe correspond à ce qu'on a défini, donc le user thumbnail, et si tu dois renvoyer une 404, parce que l'image n'a pas été trouvée, à ce moment-là, la condition de redirection, je lui donne l'URL de mon API Gateway, et je lui donne les paramètres, et je lui dis tu fais une 303 pour rediriger correctement vers l'API Gateway. Voilà, on a le détail ici. Une 307, pardon. 307. Alors, ça marche avec 303. Je crois que là, on avait pris un screenshot à l'époque où on avait fait la démo, mais on avait dû remplacer par 307 le code de redirection selon les recommandations d'Amazon dans la doc. Voilà. Donc ça, c'est simplement la règle de redirection du S3. Tape à l'objet, procède de telle manière pour renvoyer l'utilisateur vers API Gateway. Côté API Gateway, donc ça c'est l'interface de config d'Amazon pour gérer. Donc nous on a plusieurs points d'entrée possibles. Donc si je viens chercher du thumbnail, j'ai une méthode de requête. Je vais vers du lambda en mode proxy parce qu'API Gateway peut se comporter, peut elle-même faire des petits traitements déjà et renvoyer ou traiter de la donnée, transformer de la donnée qu'on lui donne à manger, mais elle peut aussi se comporter comme un simple reverse proxy et envoyer la totalité du travail à lambda. C'est ce qu'on a utilisé. Donc derrière, on appelle la fonction lambda qui contient le bout de code pour retransformer l'image, pour redimensionner l'image, et qui va faire sa réponse vers le client. Donc ça, c'est la vue, on va dire, graphique du flow qu'on a défini sur la console Amazon. Voilà, donc une petite démo simplement pour vous montrer comment ça se comporte. Donc là, j'appelle une image, si j'ai du réseau, voilà, j'appelle une image qui est, on va dire, dans sa taille native. Derrière, dans l'URL ici, j'ai la taille, là je suis en 91, hauteur 91. On redimensionne toujours de manière proportionnelle, donc on lui fournit que la hauteur. Si je lui dis donne-moi cette image en hauteur 200 pixels, pardon, c'est vrai que c'est un clavier QWERTY. Voilà, je change le paramètre ici. Donc là, on imagine que l'utilisateur, avec son application mobile, il a demandé une résolution différente. Et on va transformer l'image et renvoyer le résultat. Voilà. Donc après, ça marche avec toutes les résolutions possibles. Donc voilà, le principe, c'est que finalement, on va stocker un objet unique. Et puis, en fonction des besoins, je suis sur de l'iPad, je suis sur un iPhone, un Android, enfin, peu importe la taille de l'écran, mon application mobile, elle peut avoir comme paramètre de demander l'image dans une taille particulière. Donc là, maintenant, je peux essayer de... Alors ça, j'en ai pas besoin. Je lui redemander en 50 pixels. Là, on voit la redirection vers l'API parce que je n'ai pas la taille à 50 pixels. Donc, on est passé par CDN et on est retourné sur l'API. Il m'a généré l'image et elle est générée ici. Après, une fois qu'elle a été traitée, voilà, là, c'est instantané. À partir du moment où l'utilisateur a utilisé une fois l'application dans ce contexte-là et où on a généré une fois l'image, nous, on la stocke sur le S3, on la conserve. Voilà. Donc, on utilise cette méthode pour des images, comme c'est le cas ici, pour des thumbnails d'utilisateurs. On l'utilise aussi pour redimensionner les images
sur les catalogues de formation pour les objets de formation, enfin les cours, les contenus. Elles sont redimensionnées aussi dans différentes tailles au besoin en fonction du device qui demande l'image. Donc au niveau de l'usage, ici nous on avait gardé, quand on a activé cette fonctionnalité, en fait on a tracé un petit peu l'évolution des objets dans S3, donc c'est juste pour voir pour nous à quel rythme on allait utiliser la fonctionnalité. Donc on voit qu'on est passé de, bon, à ce moment-là, 170 000 objets à 200 000 en quelques jours. Donc la fonctionnalité, en tout cas, est bien utilisée, fait son job. Tous ces hits qui sont partis là-dessus, toutes ces images qui ont été reconverties ne sont plus sur les disques, on va dire, sur le stockage classique de notre infra. Et on a enlevé autant de hits et autant de processing PHP de notre côté pour redimensionner ces images-là. Ça c'est pareil, on avait tracé un petit peu l'usage de la fonction lambda, donc on voit le nombre d'invocations de la fonction, c'est le nombre de fois où elle est appelée finalement, donc c'est à chaque fois qu'un objet n'existait pas dans la dimension demandée, et finalement le temps de traitement, voilà, on est à 644 millisecondes au maximum en pic, donc ça répond quand même assez vite côté lambda. C'est pas un service qu'on peut sur lequel on peut définir une taille de machine. En fait, c'est en fonction de l'usage. Ils provisionnent des machines à la volée. C'est pas quelque chose qu'on va payer on paye pas les ressources qui sont derrière. On paye simplement le nombre de hits, le trafic entrant-sortant d'Amazon. Ça, c'est pareil pour tous les services que vous écriviez dans du S3, sur des fonctionnalités en serverless comme ça. Il y a toujours un petit coup de trafic entrant et sortant. Mais dans les proportions où on l'utilise là, par exemple, on est sur des coûts vraiment intéressants. Donc là, voilà, par exemple, pour le coût, ce qu'ils appellent le free tier chez Amazon, hein, ce que je vous disais au début, c'est que pour 1 million de requêtes, c'est gratuit, quoi. Donc là, à ce stade-là, sur la fonction, par exemple, à ce moment-là, en une semaine, là, on avait fait 120 000 requêtes. Bon, ça passe. C'est quelque chose qui vous est pas facturé. On a implémenté plus récemment dans le même esprit la fonctionnalité Amazon Transcoder pour la vidéo. Donc là, c'est du processing un peu plus lourd. Avant ça, on utilisait un provider qui s'appelait Zencoder de Brightcove, qui permet de redimensionner de la vidéo. Tu l'as connu, Eric, j'imagine. Avant ça, on utilisait Zencoder à qui on soumettait de la vidéo pour redimensionner aussi dans différentes résolutions et pour faire du traitement sur du MP4. Amazon a sorti Vidéo Transcoder. On a profité pour éliminer un fournisseur et utiliser ce service-là. Donc c'est un peu le même principe, sachant que c'est pas là, c'est quelque chose qu'on a construit, on va dire brique par brique à la main, mais la partie transcoding d'Amazon, c'est un service complètement intégré. Donc c'est pareil, si vous avez de la vidéo à redimensionner, à manipuler pour vos applications mobiles, Amazon Transcoding, c'est un truc qui marche très très bien aussi. Et on a divisé par, je crois que c'est par 2 notre coût de traitement vidéo en passant sur ce service d'Amazon. Et en plus, comme notre infra est sur Amazon, on évite les allers-retours entrants et sortants, puisque Amazon facture toujours davantage tout le trafic sortant de son infra, alors que là, si vous avez quelques VM pour héberger votre site, par exemple dans la région Irlande, et que vous utilisez le service de transcoding ou ce service lambda plus API Gateway dans la même région, au niveau des coûts réseau, ils sont complètement gommés parce qu'on est en inter-région Amazon. Et du coup, c'est quelque chose qui fait aussi baisser la facture globale. Je crois que c'est tout ce que j'avais sur cette présentation-là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop vite ou pas assez vite. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a des questions. Bon, après, peut-être, j'imagine, on va laisser. Ouais, ou si vous avez des questions. Concernant la user experience avec la première utilisation de l'application, comme ils doivent télécharger des images, toutes les images, j'imagine, c'est quoi le ressenti qu'il y a?
Parce que j'imagine que comme on perd plus à 600 millisecondes à faire la requête AWS qui, elle, va remplir le S3, et après on doit faire la requête pour aller chez le S3. Ouais, c'est ça, on peut avoir 1 ou 2 secondes, mais c'est au tout premier hit pour l'utilisateur dans la résolution demandée. Et encore, si la fonction, si l'API est, on va dire, préchauffée par un autre utilisateur, parce que bon, quand on a plusieurs millions d'utilisateurs qui viennent consommer le service, là on est sur un environnement de test où en fait il n'y a pas d'usage en production. Il y a un petit moment où le préchauffage, on va dire, de la lambda peut induire une petite latence, 1 à 2 secondes. Une fois que l'image a été redimensionnée pour cette personne, non seulement il n'y a plus besoin de la redimensionner, donc on ne fait plus du tout appel à tout ce flow, mais en plus elle est stockée dans le CloudFront, donc si l'utilisateur reste dans la région géographique, les hits suivants, c'est au plus proche de lui et au plus rapide. Mais c'est vrai, il faut prévoir un petit temps de latence. Alors, nous, on n'a pas noté franchement de différence à ce niveau-là par rapport à ce qu'on avait avant. Et par contre, c'est pas la première fonctionnalité qu'on introduit de ce type-là. On essaye d'envoyer de plus en plus de choses en serverless comme ça au travers de Lambda, enfin API Gateway Lambda. Et ce qu'on voit, c'est qu'on absorbe beaucoup plus d'utilisateurs sans rajouter des serveurs PHP et qu'on arrive du coup à avoir une infra plus scalable sans avoir à approvisionner des machines pour absorber et pour traiter du PHP pour faire ce genre de choses. Donc on s'y retrouve quand même. Pour créer un compte, on nous demande de rentrer sa carte bleue. Sur Amazon, oui. Ouais. Et en fait, le compte gratuit est valable 12 mois. Alors moi, je l'ai fait personnellement il y a quelques années de ça, avant de prendre ce poste justement. Et pour commencer à mettre les mains là-dedans, comme tout le monde, on passe par le compte gratuit 1 an. Il demande la carte bleue. Alors je confirme qu'il y a 0 € de facturé pendant l'année en fait de test, ça c'est certain. Ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier à la fin de l'année, si vous avez démarré des VM ou même si elles sont éteintes, vous pouvez avoir une petite facture qui tombe sur la carte bleue parce que vous avez oublié que vous avez démarré 3-4 serveurs et que vous avez laissé, il y a du disque derrière. Donc une machine allumée, moi, attention, il faut aussi noter un truc, c'est que sur le compte free, c'est réservé à certaines ressources, à certains types de ressources. Donc une VM, ce qu'on appelle une EC2 sur Amazon, un petit serveur sur lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a différentes tailles, forcément, de mémoire et de CPU. Donc, tout ne rentre pas dans le compte free tier, le compte gratuit. Vous pouvez démarrer des micros, des small, je crois. Après, si vous allez sur du medium, du large, tout ça, c'est facturé de toute façon en extra. Mais ça, ils vous le disent bien. Quand vous démarrez une machine sur Amazon, attention, éligible free tier ou pas éligible. Donc, faites attention, si vous créez un compte pour tester, de jouer avec tout ce qui est éligible au free tier. Comme là, par exemple, l'API Gateway, pour le coup, nous, on a un compte corporate, mais vu le nombre de hits qu'on envoie dessus et qu'on peut absorber 1 million de requêtes en free tier, c'est même pas facturé au-delà de la période de 12 mois. C'est parce qu'on reste dans le free tier. Voilà. Il faut juste pas oublier. Moi, j'avais oublié de fermer, de détruire quelques machines que j'avais créées, et puis je me suis rendu compte après que j'étais prélevé par Amazon de 7-8 € par mois, et c'était une petite VM qui tournait, un peu de stockage. Voilà. Faut le savoir. En ce qui concerne le stockage du S3, en fait, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible que ce soit aussi peu cher, sachant qu'il y a une réplication dans 3... Eh ben, moi aussi. Voilà, non, S3, S3, si je dis pas de bêtises, c'est 0,03 $ du giga. Donc c'est par rapport à nous, par exemple, avant, on avait, il y a très longtemps de ça, quand je suis arrivé dans la boîte, il n'y avait pas d'usage de S3. Et on avait des baies de disque sur des baies NetApp qui coûtaient, à l'époque, on payait, je crois, 1 € du giga ou 50 centimes à notre fournisseur. Et un des chantiers qu'on a mis en place, c'est justement modifier nos applications pour qu'elles sachent utiliser S3 pour stocker tout ce qui est médias, vidéo, enfin le maximum d'objets que vous pouvez y mettre pour déplacer tous ces fichiers très lourds qui grossissaient, qui faisaient que grossir, parce que vous prenez des clients qui rajoutent des tonnes et des tonnes de contenu de formation, au bout d'un moment, le stockage, ça devenait vraiment problématique. Et S3 a permis à vraiment réduire les coûts à ce niveau-là. Donc au final, c'est magique, comment ça passe ?
Oui, alors ça demande du refactoring sur vos applications. D'ailleurs, c'est une application qui a été développée pour, avec un serveur, je sais pas, une application en PHP qui va lire sur du fichier sur une baie de disque et qui partage en NFS ou en local sur les disques des serveurs. Il va faire du fopen, il va utiliser des méthodes d'accès aux fichiers de type file open, alors que sur S3, il faut utiliser le SDK d'Amazon et utiliser l'API REST d'Amazon pour soumettre un fichier, récupérer un fichier. Donc ça demande d'adapter votre code, mais si vous prévoyez des gros volumes de données et surtout un besoin de redondance des données et de sécurité des données, je vous ai pas parlé je vais peut-être pas trop m'étendre pour pas déborder, mais sur S3, il y a des fonctionnalités de versionning qui sont géniales, où vous pouvez activer le versionning et dire je garde cette version d'un fichier. S'il est modifié ou supprimé, peu importe, je garde cette version d'un fichier et vous créez une règle, ce qu'on appelle une cleanup rule, qui dit, au bout, tous les soirs, elle va tourner, elle va effacer les fichiers qui sont à la version numéro 8, ou alors, on peut faire plein de choses comme ça. Donc en termes de dispo, c'est très très bien foutu. Merci à vous pour votre attention.